Au nom de Dieu, le très miséricordieux. L'histoire comme j'aime la raconter à mes enfants. Dr Khaled et Mara. Mot de couverture. Afin de comprendre le présent et d'anticiper l'avenir, vous devez connaître le passé et en tirer des leçons. Le problème est que le passé a beaucoup de détails et que celui qui se noie dans ces détails est perdu pour voir la situation dans son ensemble et il lui est difficile de faire le lien entre les événements et de comprendre les sunas et les facteurs d'ascension et de chute, de succès, d'échec, de victoire et de défaite. Ce livre est écrit pour un jeune homme pressé. Il veut en savoir beaucoup sur l'histoire en peu de temps, en 5 heures. Il veut comprendre beaucoup de connexions, les règles de vie pour comprendre où nous en sommes maintenant et où nous allons. Les 5 heures qu'il faut pour lire ce livre, qui résume l'histoire de milliers d'années dans un petit livre. L'histoire telle que j'aime la raconter à mes enfants. Contenu du livre, l'idée du livre. Introduction. Le début de l'univers, le début de la civilisation, les civilisations de l'Orient et de l'Occident, l'histoire des religions, des croyances et des philosophies, l'histoire des empires, l'histoire des sciences matérielles, l'histoire de l'énergie, l'histoire de l'économie et de l'argent, l'histoire de la politique, l'histoire des guerres. Des mots importants sont nécessaires. Conclusion. L'idée du livre. Tout ce que nous voyons autour de nous, entendons et traitons aujourd'hui est le résultat d'une accumulation. Lors d'une séance familiale, j'ai commencé à parler à ma femme et à mes enfants de l'histoire et de l'interconnexion des événements entre le passé et le présent et que chaque histoire a des significations, des causes et des résultats et pas seulement des événements qui se sont produits, des chiffres et des dates. La conversation a duré des heures et le lendemain, l'un de mes fils a dit « Pourquoi n'écrivez-vous pas un livre sur l'histoire ? Dites-lui ce que vous nous avez dit. » J'ai donc décidé d'écrire ce livre pour mon jeune fils qui veut des informations rapides et brèves sous la forme d'une histoire cohérente et intéressante qui convainc en même temps son esprit et répond à beaucoup de ses questions déroutantes. Et peut-être que la question la plus importante est de savoir quand et comment notre situation sera corrigée. Afin de connaître l'avenir, nous devons étudier le passé et comprendre les lois de Dieu qui se répètent dans l'univers, chez les humains et dans les facteurs de haut et de bas. Un livre sous la forme d'une histoire cohérente qui se combine dans un voyage à travers l'histoire de l'univers et de l'humanité entre sciences, histoire, géographie, médecine, économie, religion, philosophie, sociologie, chimie et physique. Un mélange entre tout ce qui a joué un rôle dans la vie humaine et l'évolution de l'histoire jusqu'à ce que nous en soyons aujourd'hui est une histoire qui ne se noie pas dans les détails, les références ou les chiffres. Bien que cette histoire soit basée sur beaucoup. Une histoire sans se noyer dans les détails, les références ou les chiffres. Bien que cette histoire soit basée sur beaucoup de livres, de lectures, de discussions et de lectures. Mais j'ai préféré rendre le voyage à travers le livre aussi facile et simple que possible. Ensuite, je mets à la fin du livre une liste de livres utiles pour ceux qui aiment vérifier des informations ou plus de connaissances et de profondeur. Une histoire qui se soucie de ce qui mérite d'être intéressé et d'apprendre pour comprendre notre monde aujourd'hui, anticiper notre avenir et le planifier du point de vue d'un musulman vivant au XXIe siècle après JC, au XVe siècle A. Au début de l'univers, je lui ai dit, mon petit-fils, on dit dans les théories que l'univers a 13 à 16 milliards d'années. 1 milliard est 1 et à côté se trouve 9 zéros. Comment le savait-il ? C'est l'une des nombreuses théories et la théorie est une innovation mentale dite par un scientifique ou un expert pour expliquer certains phénomènes et informations. Mais il ne parvient généralement pas à expliquer d'autres phénomènes et informations, ce qui signifie que la théorie est différente de la vérité scientifique. La vérité scientifique est quelque chose de tangible dont nous sommes tous sûrs et sur lequel nous sommes d'accord. Je veux dire, par exemple, nous voyons la lumière du jour. C'est un fait scientifique prouvé par les sens physiques. Mais il existe de nombreuses théories qui expliquent si la lumière est constituée d'ondes, de particules d'énergie, des deux, ou de particules converties en énergie et vice-versa. Ce sont toutes des théories, et chaque théorie a des preuves pour la soutenir et des preuves contre elle. Par conséquent, lorsque je dis que le monde a un être humain qui marche sur 2 jambes et a une tête, c'est un fait scientifique.
Mais quand je suppose que l'homme est à l'origine un singe, ce n'est qu'une théorie ou des hypothèses basées sur des preuves et niées par d'autres preuves. La vérité est une science sûre sur laquelle tout le monde est d'accord et sur laquelle personne n'est en désaccord, tandis que la théorie est une science présumée qui dépend de l'hypothèse, de la conjecture et de la conclusion de l'observation de certaines preuves. Ils disent que l'univers a commencé avec le soi-disant Big Bang il y a environ 16 milliards d'années, et que l'univers a commencé à s'étendre et à se gonfler à partir d'un petit point qui transporte beaucoup d'énergie et de masse, et selon cette théorie, le Soleil s'est formé il y a environ 5 milliards d'années, tandis que le globe s'est formé il y a environ 4 milliards d'années. Ils disent dans les théories que les premières cellules d'organismes protozoaires, un organisme unicellulaire composé d'une seule cellule, sont apparues sur Terre depuis il y a environ 2000 à 5000 millions d'années, alors que les premiers organismes multicellulaires nageant dans l'eau, nous pouvons les appeler par euphémisme poissons, sont apparus il y a environ 500 millions d'années, et les premiers reptiles et créatures qui marchent sur Terre et respirent de l'air il y a 350 millions d'années. Puis d'autres organismes sont apparus, et ils disent que les êtres humains sont apparus sous leur forme actuelle sur Terre il y a environ 300 000 ans, ou le soi-disant Homo sapiens, comme nous l'avons dit. Toutes ces théories sont basées sur quelques observations. Et cela pourrait changer un jour lorsque les scientifiques trouveront d'autres observations. Par exemple, ils disent que les humains sur la planète ont environ 300 000 ans. Parce que les plus anciens squelettes qu'ils ont trouvés d'organismes physiquement similaires ont 300 000 ans. Mais que se passerait-il s'ils trouvaient une structure vieille de 400 000 ans qui nous ressemblait? Le nombre va changer. De plus, l'existence d'un squelette qui nous ressemble en termes de forme et de caractéristiques physiques et anatomiques du squelette, ne signifie pas qu'il est humain en termes de style, de pensée ou du reste des composants de cet organisme qui ont été perdus au fil du temps. Ainsi que beaucoup de soi-disant paléontologie et archéologie. Cela dépend de ce que les gens ont trouvé, mais cela n'enlève rien à l'absence de ce que les gens n'ont pas trouvé. Nous trouvons donc toujours un autre problème dans les théories de la cosmogenèse et de l'archéologie. C'est le moyen de comprendre ce que les scientifiques trouvent et de parvenir à une conclusion basée sur des preuves. Par exemple, si après des milliers d'années à partir d'aujourd'hui, un scientifique a trouvé une vieille tablette d'une publicité qui dit d'acheter une villa à Dubaï pour obtenir le bonheur et le luxe. Ce scientifique peut comprendre le langage écrit et peut ne pas le comprendre et peut comprendre certains mots et d'autres peuvent ne pas comprendre. Deuxièmement, il peut comprendre tous les mots, mais d'une manière purement littérale, donc il dit que les gens du XXe siècle leur distribuaient le bonheur. Ils doivent les mettre dans un endroit appelé villa situé dans une ville appelée Dubaï. Ce scientifique peut avoir ses propres croyances qui affectent la façon dont il est compris. Par exemple, si ce scientifique croit que la vieille ville de Dubaï était un lieu de torture et d'exploitation des travailleurs, il comprendra que cette publicité était une ruse utilisée par quelqu'un pour chasser et exploiter les travailleurs. Alors que si la vieille ville de Dubaï était considérée comme un lieu de bonheur et de luxe, cette annonce serait comprise comme faisant partie du système de protection sociale que Dubaï connaissait au début du XXe siècle. C'est-à-dire que la compréhension des fossiles et de l'archéologie et la compréhension de leur signification et de leur connotation sont influencées par la façon de penser et les croyances de l'équipe de chercheurs et de la communauté scientifique à ce stade et les idées préconçues qui se sont répandues à cette époque. Comme la plupart des sciences, l'histoire nous dit, par exemple, que la plupart des explorateurs et des archéologues des XXe et XXe siècles ont été influencés par les récits de la Torah et de la Bible et ont interprété de nombreuses découvertes archéologiques sur cette base. C'est une histoire amusante que les explorateurs allemands aient découvert de grands bâtiments et palais au Zimbabwe, en Afrique australe, et depuis au XXe siècle. LS considérait les Sud-Africains avec un racisme extrême. Ces explorateurs ont supposé que la seule explication de l'existence de ces grands palais était que Salomon, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, les avait construits et que ces terres faisaient partie du royaume de Salomon, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Parce qu'à leurs yeux, les Noirs indigènes ne peuvent pas construire une civilisation ou de grands bâtiments.
Cette croyance s'est poursuivie jusqu'à ce que l'histoire prouve à la fin du XXe siècle l'existence d'une civilisation, d'un État et d'un empire ancien au Zimbabwe, et ce n'est qu'un simple exemple parmi des millions d'exemples de la façon dont les fossiles et l'archéologie sont interprétés selon les croyances des explorateurs et de la communauté scientifique de cette époque et des pays dominants et de la culture dominante ainsi que l'influence du capital, des intérêts politiques, des médias et autres, ce qui affecte toutes les branches de la science et des résultats de la recherche. Cette corruption et cette influence peuvent être dues à des intérêts qui affectent l'opinion des scientifiques et la façon dont ils analysent les faits ou la façon dont ils sélectionnent les faits et les amplifient. Dissimuler ou négliger d'autres faits, que ce soit en histoire, en médecine, en sociologie ou autre. L'exemple le plus clair de cela est peut-être l'orientalisme et ce dont le penseur Edward Said a parlé dans son livre Orientalism de l'impact des anciennes idées racistes européennes sur la façon dont les civilisations de l'Orient sont présentées et ce que cela a joué dans la distorsion de l'image de la civilisation islamique sous l'influence de la haine de ces orientalistes pour l'islam et des musulmans sous l'influence des idées des croisades et des idées du Moyen Âge en Europe. Malgré l'artificialité de ces orientalistes pour la neutralité et la recherche scientifique. Mon fils m'a demandé, mais comment les scientifiques connaissent-ils l'âge des fossiles? Comment savoir si le squelette de tel dinosaure ou de telle pierre est tel ou tel? J'ai répondu, les scientifiques utilisent la technologie dite de datation radiométrique, qui mesure l'âge des isotopes tels que le carbone et l'uranium dans la structure, fossile ou artefact, et bien sûr cette technologie dépend du développement scientifique actuel, et s'il s'avère avec le développement de la science que cette technologie est inexacte ou mesurée d'une manière différente, nous constaterons que tous les calculs des scientifiques changent car tout change dans la science avec le développement de la science et notre compréhension des choses change avec le changement des règles et notre compréhension est que les sciences matérielles n'ont rien de fixe ou d'absolu pour toujours. Alors mon fils m'a demandé, mais l'histoire est-elle une science et pourquoi est-il important d'étudier l'histoire? Je lui ai dit, oui cher, l'histoire comme toute science est une science car la science est la suite de la répétition d'un événement ou d'un phénomène du passé pour prédire ce qui va se passer dans le futur. Par conséquent, l'histoire n'est pas seulement des histoires et des histoires pour parler avec tristesse des gloires du passé, ni des luttes du passé pour ressentir plus de haine contre nos ennemis. Mais l'histoire est une science pour comprendre les lois de Dieu dans l'univers et les facteurs de haut et de bas et les leçons du passé afin d'en tirer des leçons afin que nous puissions améliorer notre présent et notre avenir et faire une nouvelle renaissance et un retour à la civilisation. Et l'une des leçons les plus célèbres de l'histoire est ce dont le scientifique musulman Ibn Khaldoun nous a parlé dans son introduction lorsqu'il nous a dit que la renaissance des pays et des nations commence avec une génération de guerriers forts. La génération de la rudesse, qui a été élevée dans le feu de la souffrance et a émergé du sein des conflits, la génération de la conquête, la génération des conquêtes et la génération des fondateurs et des guerriers. Puis viennent les générations qui commencent à s'installer et à construire la prospérité économique à partir de l'accumulation d'argent et de butin et l'expansion du contrôle, des marchés et du commerce. Après la prospérité et la stabilité économique apparaissent la renaissance scientifique dans toutes les branches. Sciences physiques telles que la chimie, la physique, les mathématiques et l'astronomie, etc. ainsi que les sciences mentales à partir de débats philosophiques, d'analyse et de jurisprudence. C'est une génération riche qui pense et innove civilisée et qui a assez de luxe, de tranquillité et de force. Puis apparaissent des générations de fluidité et de douceur qui ont été élevées dans le luxe et ont oublié la rudesse et le conflit, des générations de lâches, des parties prenantes qui connaissent les règles du jeu politique et juridique pour maximiser les profits grâce au système établi par leurs ancêtres, sans problème ni effort. Et avec la génération de relâchement et de fluidité commencent des querelles triviales et la fragmentation et l'effondrement et l'intérêt pour des bagatelles au détriment de questions importantes et effondre tel ou tel État ou cette civilisation pour être remplacée par une autre civilisation ou un autre pays à travers une nouvelle génération forte de personnes dures faites dans le feu des tribulations, des conflits et des guerres.
Et si nous regardons autour de nous, nous trouverons cette histoire classique dans l'ascension et la chute de toute civilisation. La civilisation des pharaons et des Babyloniens s'est élevée et est tombée de cette manière. La civilisation des Romains et de la Grèce s'est élevée et est tombée de cette manière. Les civilisations de la Chine et de l'Inde et des pays et royaumes de Chine se sont élevés et sont tombés de cette manière. La civilisation islamique s'est élevée au cours des 5 premiers siècles, puis s'est stabilisée pendant 4 siècles, puis est tombée avec les XVIe et XVIe siècles. De cette façon, la civilisation européenne s'élève jusqu'à le XXe siècle et puis a commencé à décliner avec la Seconde Guerre mondiale au milieu du XXe siècle. De cette manière, et nous voyons donc 2 façons de lire l'histoire. Soit l'histoire est une courbe ascendante continue qui suppose que l'avenir est toujours meilleur que le passé dans certains pays et toujours pire que le passé dans certains pays, et ce n'est pas vrai comme nous l'avons vu. Mais nous voyons que l'histoire est un cycle de haut et de bas qui continue de se déplacer d'un endroit à un autre. Et c'est ce que nous voyons à travers toutes les histoires de l'histoire, où la civilisation se déplace d'un endroit à un autre, et aujourd'hui nous suivons une nouvelle transition de civilisation de l'Occident vers un nouvel endroit. Ces jours-là, nous discutons entre les gens, le début de la civilisation, mon fils, tout le monde s'accorde à dire que le début de la civilisation a été avec l'invention de l'agriculture, l'écriture et l'installation à côté des champs et des sources d'eau. On dit que c'était il y a environ 12 000 ans. Alors, comment les humains vivaient-ils avant l'agriculture et la colonisation? Les humains vivaient en tribus qui casseillaient ou cueillaient des fruits de plantes qui poussaient au hasard dans l'environnement environnant. Mais l'agriculture assurait la stabilité et fournissait un surplus de nourriture, ce qui nécessitait un stockage et une organisation communautaire pour construire un système qui assure l'échange de biens, l'intégration des membres de la communauté et la répartition des rôles et des spécialisations. Une personne spécialisée dans l'agriculture, une autre spécialisée dans la garde des magasins, une autre spécialisée dans la gouvernance, le règlement des différends et l'établissement des lois, une autre spécialisée dans la fabrication d'outils, une autre dans le commerce et l'échange de marchandises, et c'est la civilisation. Comme il y a une grande différence entre la mentalité civilisationnelle et la mentalité bédouine, mon fils m'a demandé, quelle est la différence ? Je lui ai dit, la mentalité civilisée c'est que l'homme vit dans le cadre d'une société qui s'intègre à lui et renonce à une partie de sa liberté au nom de la sécurité, du bien-être et de la vie dans une civilisation, tandis que l'esprit bédouin vit seul dans la forêt ou le désert et ne coopère avec personne et ne se considère pas comme faisant partie d'une société. Il vit dans une liberté absolue. Il se tient où il veut et fait ce qu'il veut. Il ne respecte pas les lois et les règlements parce qu'il ne se considère pas comme faisant partie d'un grand système, mais se voit seul et faisant ce que ses intérêts temporaires lui dictent. Il ne se projette pas dans un avenir lointain, il vit seul et meurt seul, en petits groupes ou en tribus nomades. Bien sûr, le résultat est que la coopération et l'intégration dans l'esprit civilisé créent une société forte, intégrée et organisée dans laquelle les rôles sont distribués et le pouvoir, l'armée et l'économie sont construits, et triomphent ainsi des sociétés bédouines primitives aléatoires, bien que la liberté absolue du hasard puisse sembler belle et évoquer un sentiment de nostalgie et de romance. Mais en fait, cela fait qu'un bédouin perdu qui meurt prématurément à cause des dangers et des maladies auxquels il est exposé chaque jour parce qu'il ne s'intègre pas et ne coopère pas avec les autres à cause de son esprit aléatoire, tandis que la personne civilisée renonce à une partie de sa liberté en adhérant à de nombreuses règles et lois qui réduisent sa liberté absolue. Mais d'un autre côté, il trouve quelqu'un pour l'aider et s'intégrer à lui dans la construction de la civilisation et de la prospérité et vivre dans une société intégrée qui est plus luxueuse, plus sûre et plus forte. Bien sûr, l'urbanisation peut entraîner de nombreux problèmes dus à l'autoritarisme de certains dirigeants, à l'exploitation de l'effort et de la sueur des paysans travailleurs par la bureaucratie paresseuse, à la propagation des maladies dans les villes, au harcèlement des voisins et à bien d'autres problèmes. Mais dans les affrontements qui se sont produits tout au long de l'histoire entre les sociétés bédouines et les sociétés civilisées, la victoire a surtout été en faveur des sociétés civilisées.
Les quelques victoires remportées par les sociétés nomades n'étaient que de simples raids de pillage et de pillage, après quoi les envahisseurs sauvages ont été vaincus ou engloutis et fondus dans la civilisation qu'ils essayaient de conquérir et de voler, comme cela s'est produit avec les tribus germaniques barbares dans leur tentative d'envahir l'État romain ou les tribus mongoles dans leur tentative de conquérir la civilisation islamique et la Chine, mais en fait ce qui a vraiment fait la civilisation humaine n'était pas l'invention de l'agriculture, mais l'invention de l'écriture. Avant l'invention de l'écriture, les expériences humaines se terminaient avec la mort de l'homme ou se transmettaient sous forme d'histoires et de paroles orales oubliées ou altérées et falsifiées au fil du temps. Les idées ne se mémorisent pas ou ne s'échangent pas, comme les animaux, l'animal meurt et les leçons qu'il a apprises dans sa vie meurent avec lui et ses enfants viennent répéter. Cela signifie que chaque génération a commencé à apprendre à partir de zéro et que les générations n'ont pas transmis leurs expériences. Mais avec l'invention de l'écriture, il est devenu possible pour les humains d'avoir des expériences cumulatives. Ainsi, l'écriture s'est transformée en un réservoir d'expériences et de connaissances qui se transmet de génération en génération et de société en société et d'un lieu à l'autre. Ainsi, les humains ont réussi à apprendre les expériences des premiers et à améliorer leur capacité à gérer l'environnement et la vie. Les agriculteurs ont pu apprendre les expériences de leurs prédécesseurs en matière d'amélioration des cultures, les industriels ont pu améliorer leur capacité à fabriquer des outils, les armées à améliorer leur capacité de combat, ainsi que les dirigeants, les juristes et les prêtres. Et la naissance de la civilisation est liée à trois choses, l'agriculture, l'écriture et la stabilité. Cette naissance a eu lieu en Mésopotamie, Irak et Levant, et dans la vallée du Nil, Égypte. Puis d'autres centres sont apparus en Chine, le bassin du fleuve Jaune et le fleuve Yangtze, puis d'autres versions des civilisations ont commencé à apparaître, tout où l'agriculture, la stabilité, l'écriture et les blogs se rencontrent pour échanger des informations et des expériences. Ici, mon fils m'a posé une question très logique. Où est Adam, que la paix soit sur lui, dans cette histoire? Où est Noé, que la paix soit sur lui, dans cette histoire? Où sont les autres prophètes? Et je lui ai dit, la réponse est simplement que nous ne savons pas. Nous, musulmans, savons que tout dans le Coran est vrai, même si nous ne comprenons pas tout aujourd'hui, le jour viendra où nous comprendrons le sens de tout ce qui est dans le Coran. Adam est peut-être le premier être humain sur la surface du globe et peut-être la première personne avec des capacités civilisées à lire et à écrire, et Adam connaissait tous les noms, et Adam peut être une personne parmi beaucoup de gens, mais Dieu a écrit pour que la progéniture de cette personne survive et se répande alors que pour une raison quelconque la progéniture des autres s'est terminée. L'histoire de notre maître Adam dans le Coran peut avoir de nombreuses interprétations, y compris ce que nous savons et comprenons aujourd'hui, et certaines d'entre elles nous n'avons pas atteint sa compréhension et le savoir après et nous le saurons un jour avec plus de découvertes, de développement et de science, mais ce qui est certain, c'est que le Saint-Coran n'est pas un livre d'histoire, ni un livre de géographie, ni un livre de science. D'autre part, toutes les histoires du Saint-Coran sont vraies parce que nous croyons qu'Allah les a révélées à son messager Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui. Et celui qui ne croit pas en cela nie une partie de la révélation. Il lui manque le caractère de l'islam et la croyance en la prophétie de notre maître Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Par conséquent, nous croyons que l'islam et les histoires du Coran ne contredisent pas ce que nous savons aujourd'hui en termes de découvertes et de théories. Ces théories et découvertes sont dans les limites de ce que nous savons aujourd'hui des sciences matérielles et peuvent changer avec le temps, alors que le Coran et le texte du Coran sont fixes et immuables. Bien que notre compréhension de ce texte fixe puisse évoluer et s'améliorer avec l'augmentation des connaissances humaines, un exemple simple. Dans le Saint-Coran, Allah a dit, « Les montagnes sont des pieux ». Les premiers ont compris que les piquets signifient stable fixe, mais avec le développement de la science, il est devenu clair que la forme des montagnes est comme des piquets, car la majeure partie du corps de la montagne disparaît sous la surface de la Terre et apparaît au-dessus de la surface de la Terre une petite partie et tout comme des piquets lorsqu'ils sont martelés et placés dans le sol.
Ainsi, nous croyons aux histoires du Coran, mais nous ne nous fatiguons pas l'esprit en essayant d'y appliquer les sciences matérielles actuelles, et c'est peut-être l'un des problèmes des soi-disant miracles scientifiques du Saint-Coran, car certains essaient de charger les textes coraniques plus qu'ils ne peuvent supporter le sens juste pour les relier à des théories scientifiques qui peuvent changer plus tard. Le Coran et l'islam se caractérisent par le fait que nous ne trouvons aucune contradiction entre la raison et l'esprit. La logique dit que cet univers complexe a un créateur et un puissant pouvoir surnaturel au-dessus des humains, un être complet qui n'a pas de parallèle et pas de forme au-dessus de la compréhension des êtres humains, et l'islam ne glisse pas dans le développement des perceptions humaines et des images de dieux multiples qui se comportent de manière enfantine, se mettent en colère et luttent comme les dieux des Romains et de l'Inde, et pas d'histoire avec des sentiments aidés. Sensations émotionnelles, comme si la puissance surnaturelle qui a créé cet univers se mettait en colère, craignait, s'affligeait, se réjouissait ou avait un fils. Il est ensuite sacrifié pour pardonner un péché commis par une autre personne, etc. à partir de la projection de l'esprit et des passions humaines sur la perception et l'imagination du Seigneur ou des dieux. L'islam dit simplement une chose très logique, que Dieu est le créateur de cet univers, inégalé et un, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et qu'il n'y a pas de médiateur entre le créateur et la créature, et que notre maître Mohammed est un être humain, un prophète, un esclave et un messager de Dieu. Mon fils a dit en souriant, très logique, puis il a poursuivi, mais à quoi servent les religions? Faut-il suivre les religions? Je lui ai dit, certaines personnes disent avec la théorie que les religions ont été inventées par les dirigeants pour effrayer les gens et les contrôler psychologiquement. Et les convaincre de se rendre au chef du Seigneur, le successeur des dieux sur terre, et de faire en sorte que les prêtres se distinguent en collectant des impôts et de l'argent sans travail ni effort auprès des paysans pauvres qui travaillent jour et nuit dans les champs, mais ce qui contredit cette théorie, ce sont de nombreuses scènes. Premièrement, qu'il y a beaucoup de religions qui appellent à la justice et attaquent le dirigeant injuste, mais la plupart des révolutions à travers les âges contre le pouvoir et les dirigeants étaient sous une direction religieuse et des motifs religieux appelant à la justice et à la liberté. Deuxièmement, cet homme par nature, un être qui a besoin de religion ainsi que de nourriture et de boisson. Par conséquent, nous trouvons des recherches prouvant aujourd'hui que le taux de dépression, de suicide et d'échec dans la vie personnelle est plus élevé chez les non-religieux, tandis que ceux qui croient en une religion se sentent rassurés d'avoir un Seigneur qui le protège et le rémunère en temps de crise et de détresse, afin qu'il ne désespère pas et ne s'effondre pas devant les pressions de la vie quotidienne, car la religion est un besoin physiologique naturel pour l'âme humaine et sans cette religion l'âme est malade. Par conséquent, à travers les âges, nous voyons des êtres humains construire des lieux de culte qui sont plus grands que les maisons et les palais qu'ils construisent. Si cela est mesuré par la logique de l'argent et de l'utilité commerciale, nous trouvons cela illogique. Mais avec la logique que l'homme est une âme et un corps, nous le trouvons très logique. Tout comme il a besoin de saturer son corps de nourriture et de répondre aux besoins, il a besoin de satisfaire son âme en communiquant avec le Seigneur et en faisant le bien, la charité, le sacrifice et la rédemption. Troisièmement, lier l'injustice et le contrôle des dirigeants à la religion est une falsification de l'histoire. Par exemple, nous trouvons l'Union soviétique communiste, qui est athée et hostile à toutes les religions monothéistes et à toutes les religions et la considère comme l'opium des peuples. Nous trouvons l'histoire tout au long du XXe siècle du régime le plus injuste, dont le peuple en Russie a tué près de 30 millions de personnes dans les camps de concentration en Sibérie ou dans le soi-disant goulag. Et les guerres les plus horribles de l'histoire ont été menées par des régimes nationalistes qui ne suivent pas les religions, comme la Première et la Seconde Guerre mondiale, dans lesquelles près de 100 millions de personnes sont mortes, et des massacres horribles que personne ne nie sous la direction de personnes qui n'ont rien à voir avec la religion, comme Hitler, Churchill et Staline.
Quatrièmement, les régimes associés à des religions qui ont une conscience peuvent les empêcher de commettre de nombreux actes odieux et un argument utilisé contre eux lorsqu'ils dépassent les valeurs morales et religieuses, tandis que les régimes laïques qui ne sont pas gouvernés par la religion considèrent que la fin justifie les moyens et que tous les moyens sont autorisés tant que l'intérêt temporaire que ce régime considère comme atteint, même s'il s'agit de moyens immoraux de tuer des peuples, de coloniser, d'envahir des pays et d'affamer des civils. Pour les laïcs, l'intérêt est le pouvoir, le contrôle et l'argent, indépendamment de la moralité. Par conséquent, associer les religions à un mythe selon lequel elles sont un moyen de contrôle et d'oppression des peuples est un mythe inventé par des idées laïques et socialistes aux XXE et XXE siècles et la fausseté a été exposée dans l'expérience pratique aux XXE et XXIe siècles après JC les civilisations de l'Orient et de l'Occident, de la Chine, de l'Irak, du Levant et de l'Égypte. Je lui ai dit, fils, d'après les monuments existants, les archéologues disent qu'il y a près de 5000 ans. Des civilisations ont commencé à se former autour des rivières et dans des zones de climat tempéré qui permettent la stabilité, l'agriculture et l'élevage d'animaux de compagnie. L'écriture et l'échange d'informations et d'idées ont évolué, et avec eux les capacités architecturales humaines à construire des immeubles de grande hauteur qui vivent pendant des siècles, comme les pyramides d'Égypte et l'histoire de le cycle de la transition des civilisations peut être résumée comme suit, montre un centre culturel composé d'un gouvernement fort et d'un dirigeant qui dirige une région riche et collecte suffisamment d'impôts ou de profits provenant des invasions et des guerres. Les guerres et les conquêtes sont le meilleur moyen d'obtenir les gains les plus élevés, à condition qu'ils dépensent d'abord pour la guerre et les batailles pour collecter des profits prolifiques plus tard à condition que vous gagniez la guerre. Ce qui lui permet de construire un État, une armée forte et des institutions d'employés chargés de collecter les impôts et de remplir les coffres de l'État avec du butin. Le puissant centre utilise son pouvoir pour étendre et étendre le territoire qu'il gouverne, permettant à plus de butin et d'argent d'entrer dans les coffres. Parce que l'entreprise et l'investissement les plus lucratifs du monde à travers l'histoire sont la guerre et l'invasion, le niveau de vie dans ce centre augmente, et avec lui le coût de la vie augmente, et les besoins de ceux qui vivent dans ce centre ici montrent les soi-disant avantages du sous-développement. Il s'agit d'apparaître à la périphérie de petits centres, d'admirer le modèle au centre, d'en tirer des leçons et de suivre son impact, mais le coût de la vie a été moindre et augmentant progressivement la force des partis jusqu'à ce qu'il se transforme en une force supérieure au centre et attaque le centre et le contrôle. Les membres se transforment en un centre fort et la même maladie l'afflige, et la civilisation passe à un autre parti. Mon fils m'a dit, je ne comprends pas, as-tu des exemples ? Je lui dis. Par exemple, la civilisation a commencé en Mésopotamie, Irak, Levant oriental et Anatolie méridionale, il y a environ 5000 ans dans de grands empires et a continué à se déplacer entre la Syrie, Babylone et les Sumériens. Mais peu à peu, elle s'est déplacée vers les tribus du plateau iranien voisin et l'émergence des Perses et de l'État perse il y a environ 3000 ans. Par exemple, la civilisation a commencé dans la vallée du Nil, Égypte, Soudan et désert de Libye, mais peu à peu, elle s'est déplacée par les marchands phéniciens des côtes du Levant qui ont colonisé et établi des colonies le long de la côte méditerranéenne, les côtes de la Grèce, de l'Italie, de la péninsule ibérique, Espagne, Tunisie et Maroc. Vers la Grèce, puis de la Grèce à l'État romain et à Carthage, Tunisie actuelle, puis la civilisation de la Perse et les Romains se sont déplacés vers la civilisation islamique dans le sud de la Méditerranée et les pays d'Égypte, d'Irak, du Levant et d'Andalousie à l'époque des États omeyyades et abbassides à partir du VIe siècle après JC. Ensuite, le pouvoir s'est déplacé vers la Perse et les Turcs à l'époque des Ottomans et des Safavides au XIVe siècle après JC. Puis s'est déplacé vers l'ouest vers l'Europe occidentale à partir du XVIe siècle après JC et aujourd'hui, nous voyons la transition progressive de la civilisation de l'Occident européen et de l'Amérique du Nord vers l'Asie du Sud-Est de la même manière, un travail diligent et un mode de vie moins cher en Asie du Sud-Est et en même temps apprendre de l'Amérique du Nord et de l'Europe occidentale les règles du jeu de la fabrication et de l'économie et de l'Europe.
jusqu'à l'histoire de la Chine à travers la captivité et la transition de la fragmentation à l'union, les époques des royaumes combattants, des trois royaumes, des errants essuie, à travers les époques des dernières dynasties régnantes telles que les Song du Nord et du Sud, à travers les dynasties Ming et Zhang, jusqu'à l'établissement de la Chine moderne, nous trouvons les mêmes histoires de la transition des centres de pouvoir et de contrôle en Chine entre le Nord et le Sud à l'intérieur d'eux, la Chine, ainsi que l'entrée des envahisseurs du Nord et des envahisseurs de l'Ouest, des Ouïghours turcs et des conquérants du Sud, du Tibet et le transfert du pouvoir et du contrôle entre différents centres. Mon fils m'a demandé, pourquoi la civilisation chinoise ne s'est-elle pas répandue dans le monde et n'a-t-elle pas pénétré de nouvelles terres comme l'a fait la civilisation islamique ou la civilisation occidentale moderne? Je lui ai dit, la civilisation chinoise est une civilisation locale depuis sa création qui ne veut pas sortir des murs de la Chine. En effet, à travers les âges, la Chine s'est entourée de murs pour se protéger des invasions extérieures. Sa civilisation est très locale et ses capacités sont limitées pour se répandre et persuader les gens en dehors de la Chine, du moins jusqu'à aujourd'hui, mais le cours pourrait changer un jour, Dieu le sait, peut-être à cause de la complexité des langues chinoises qui reposent sur le dessin de mots plutôt que de lettres, ou parce que les coutumes, les traditions et les idées de la Chine ne conviennent pas aux non-chinois. Il en va de même pour leurs religions et leur culture. Cela peut être dû à l'influence des idées confucéennes, taoïstes et bouddhistes qui incitent à la passivité des peuples, à la reddition, à l'extrême révérence du système et de l'ordre, à la peur du changement ou de l'éloignement des frontières de la Chine, et au scepticisme constant à l'égard de tout ce qui est étranger ou différent de la Chine. Et ici, nous devons dire une caractéristique fondamentale de la civilisation chinoise qui la rend différente du reste des civilisations du monde, c'est que la langue utilisée par la Chine aujourd'hui est en grande partie liée à la même langue utilisée par les Chinois il y a 3000 ans, ce qui en fait une civilisation continue accumulée. Je lui ai dit, elle est plus forte et plus grande aujourd'hui parce que c'est une civilisation qui continue et s'étend jusqu'à aujourd'hui malgré son âge. La civilisation de la Chine, contrairement à la civilisation des pharaons, par exemple, qui a complètement pris fin avec ses langues et ses croyances il y a environ 3000 ans après l'invasion perse de l'Égypte et l'occupation perse de l'Égypte pendant près de 300 ans, puis Alexandre de Macédoine et les descendants de l'invasion grecque des Ptolémées pendant 200 ans, puis l'invasion et l'occupation romaine pendant 600 ans. Tout au long de ces années, les Égyptiens ont été maltraités, leur mémoire effacée, et ils ont été traités comme des esclaves, et on leur a même interdit d'entrer dans la capitale du pays construite par les occupants, Alexandrie. Mon fils m'a demandé, pourquoi les Romains n'ont-ils pas construit leur capitale sur les rives du Nil? Je lui ai dit, nous notons que l'Égypte tout au long de sa vie a été envahisseur, les occupants préfèrent construire leur capitale loin du Nil et le peuple égyptien comme les Hyksos ont construit leur capitale dans l'est de l'Égypte, actuellement orientale, ainsi que les occupants ont construit la Grèce et les Romains leur capitale Alexandrie pour être reliés à la mer Méditerranée et loin du Nil pendant ces 1000 ans. Les Égyptiens ont perdu la mémoire et ont perdu la langue des pharaons et les sciences des pharaons et même les religions des pharaons ont été remplacées par le christianisme avant que l'Égypte ne se tourne vers l'islam après la conquête islamique, et nous notons ici que la conquête islamique a ramené la capitale à la vallée du Nil, à Héliopolis, à Fusta et au Caire, car les capitales de l'Égypte ancienne étaient liées au Nil, comme Thèbes et Luxor. Dans ce bref livre, nous raconterons l'histoire des humains à travers cette histoire. L'histoire des religions, l'histoire des empires, l'histoire de la science, l'histoire de l'énergie, l'histoire de l'économie et de la finance, l'histoire de la politique, l'histoire de la guerre. Après avoir terminé les 7 histoires, vous comprendrez beaucoup et beaucoup sur le passé, le présent et l'avenir.